variant Omicron est, on le sait, on le répète, beaucoup plus contagieux que les autres variants du Covid. Près d'1 million de cas en 24 heures, à titre d'exemple aux États-Unis. Plus contagieux, mais moins dangereux aussi, selon l'OMS. Pourtant, attention, prévient l'organisation, plus le virus circule, plus il y a de chances de créer un nouveau variant qui, lui, pourrait être beaucoup plus dangereux. Pour en apprendre plus, on retrouve en direct notre invité. Bonjour Patrick Berche. Bonjour. Vous êtes professeur de microbiologie à l'Université de Paris. Notamment, première question avec vous, est-ce que l'extrême contagiosité d'Omicron va, comme l'a affirmé Olivier Véran il y a quelques jours, nous conduire peut-être vers une forme d'immunité collective ? Et en effet, s'il y a beaucoup de cas, on risque de couvrir les 10% de la population non vaccinée. Ce qui apparaît clairement, c'est que le mutant Omicron est beaucoup moins virulent que le Delta. En effet, si vous regardez le système de santé au Royaume-Uni, on a une courbe presque plate pour ce qui concerne les hospitalisations en réanimation, et chez nous, avec des contaminations quotidiennes de 150 000, 200 000, on ne voit pas une très forte pression sur le système de santé. La maladie devient une rhinite et une rhinopharyngite, parfois une bronchite, et ne fait plus de pneumopathie. Donc on est en droit de penser que, comme c'est une incroyable contagiosité, qu'on risque d'avoir une immunité collective. Cependant, ça peut être évidemment la fin de la pandémie s'il n'y a pas de nouveaux variants qui apparaissent. Mais il faut savoir que le tiers-monde n'est pas vacciné ou peu vacciné, et donc on risque donc d'avoir à nouveau des variants qui pourraient apparaître. On ne peut pas éliminer. Ce virus nous a entraîné tellement de surprises qu'il est très difficile de dire ce qui va se passer. Mais pour le moment, il y a plutôt un vent d'optimisme avec un variant qui diffuse largement dans la population, même chez les vaccinés, mais qui n'entraîne évidemment pas de formes graves chez les vaccinés et peut-être, espérons-le, n'entraînera pas trop de formes graves chez les non-vaccinés. Encore que chez les non-vaccinés, ces 4 ou 5 millions de personnes, il y a beaucoup de personnes à risque qui sont diabétiques, qui sont hypertendues, qui ont plus de 65 ans, etc., qui pourraient, même avec le mutant Omicron, faire des formes graves. Vous avez évoqué également rapidement les pays en voie de développement. Je voulais en parler aussi également avec vous. Il manque toujours de vaccins. On pense notamment au continent africain qui manque de vaccins. Est-ce que l'enjeu se situe là, dans la capacité notamment à fournir des vaccins aux pays les plus pauvres pour du coup stopper la diffusion du virus et ces nouvelles mutations ? Oui, je pense que c'est un enjeu important. D'où viennent ces variants ? Ils viennent d'une part de foyers où il y a une hyper-réplication, c'est pour ça que l'OMS prévient à partir d'Omicron, mais il vient aussi de gens immunodéprimés. Par exemple, le variant Omicron vient de l'Afrique du Sud, où il y a énormément de gens immunodéprimés qui font des infections chroniques, qui sélectionnent des variants. Et il faut remarquer aussi qu'en Afrique du Sud, et c'est plutôt un bon signe, on voit une chute très brutale. Il n'y a pratiquement plus d'Omicron en Afrique du Sud actuellement. Il n'y a plus que quelques cas, alors qu'ils étaient montés à des taux extrêmement importants. Donc ceci est plutôt nous tend à faire penser à un certain optimisme pour l'avenir. Mais on est toujours dans la prudence parce que des variants peuvent apparaître. Donc il faut aider le tiers-monde. Il faut se débarrasser globalement du virus. On n'arrivera pas à sanctuariser en Europe, aux États-Unis, la maladie. Elle est générale et il faut éviter que des nouveaux variants apparaissent et aider les pays pauvres à se faire vacciner et à avoir plus de prévention contre ces coronavirus. Un mot très rapidement avec vous également, Patrick Berche, des non-vaccinés, vous l'avez un peu évoqué, en Europe et notamment en France, il y a des antivax convaincus, mais pas seulement parmi ces non-vaccinés. Qui sont-ils, ces antivax, et comment les convaincre d'une certaine manière d'accepter la vaccination ? Alors moi je dirais d'abord que les 10% non vaccinés, moi je ne les traite pas comme le président, je pense que ce sont des victimes pour la plupart, c'est-à-dire qu'elles sont victimes de l'intoxication des réseaux sociaux qui n'arrêtent pas de dire des choses fausses. Et donc ces personnes, alors à côté de ça il y a des gens qu'on ne peut pas convaincre, il y en a 1 ou 2%. Dans les 10%, il y en a 1 ou 2% on ne peut pas les convaincre, c'est presque comme une religion. Les autres, c'est des gens qui ont peur, c'est des gens qui appréhendent la dangerosité
potentiel d'un vaccin. À cela, il faut dire qu'il y a quand même 5 ou 6 milliards de personnes qui ont reçu le vaccin, que les vaccins ARN ne sont pas une innovation très récente, puisque ça fait au moins 10 ans qu'ils sont utilisés en cancérologie, contre certaines maladies virales déjà. Et donc, il ne faut pas avoir peur, il faut les rassurer et non pas les fustiger. À mon avis, beaucoup peuvent comprendre que c'est leur intérêt, parce qu'en fait, au bout du compte, ceux qui meurent dans les réanimations, ce sont les non-vaccinés. Ce ne sont pas les vaccinés. Les rares vaccinés qui vont en réanimation, peut-être 20%, 10 à 20%, ce sont des immunodéprimés qui réclament la 4e ou la 5e dose, je dirais. Donc, il faut vraiment essayer de convaincre. Alors, pour les réseaux sociaux, je crois qu'il faut essayer de combattre ces fausses nouvelles en se basant sur la science. C'est la science qui doit primer et non pas les états d'âme ou les fausses informations qui peuvent être diffusées par les... Merci beaucoup Patrick Berche pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de microbiologie à l'Université de Paris. Merci.